En fait, ça me touche beaucoup les gens qui essayent et qui veulent et qui peuvent changer de vie, changer de milieu, être fils de paysan dans un village de 200 habitants et de se dire que 15 ans après, on joue dans des théâtres parisiens prestigieux, des super pièces à succès. C'est pas forcément envisageable dans la tête d'un gamin de 15 ans. Parlons plus bas. Podcast réalisé et présenté par Anthony Chenu. Dans ce 8e épisode, je retrouve le comédien Jean-Baptiste Darrosé. Actuellement à l'affiche de 2 pièces à succès, je le rencontre dans un café-restaurant du 8e arrondissement, situé juste en face du théâtre des Mathurins. Il me raconte son parcours, depuis son enfance en Haute-Saône, jusqu'à son arrivée à Paris et sa formation à l'art de la comédie musicale. Il est 10h30. On se trouve au café Greffule, qui est en face du théâtre des Mathurins, où je joue actuellement Odyssée, la conférence musicale, et où j'avais joué juste après le confinement Dernier coup de ciseaux, qui joue encore d'ailleurs. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Ensemble, on va parler de ton parcours, de ton actualité de comédien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le milieu dans lequel tu as grandi et nous parler un peu de tes origines ? Moi, je viens d'un milieu paysan de la Haute-Saône. Donc la Haute-Saône, c'est en Franche-Comté. Et le lieu-dit, c'est le village. Ça s'appelle Chargé-les-Ports. Donc c'est Chargé-les-Ports PORT, parce que c'est pas loin de Port-sur-Saône. Et un village de 200 habitants dans un milieu paysan bio. Mes parents étaient paysans bio. Et j'ai grandi là-dedans avec dans ce milieu avec mes 3 grandes sœurs, et avec une implication dans la ferme assez importante, où on prenait part aux différentes activités. On allait traire le soir. Moi, j'allais aider ma mère à traire. On allait moissonner, labourer. Enfin, on faisait tout. Et un milieu aussi un peu particulier, parce que je pense que ma famille était un bastion aussi de la culture un peu de gauche, dans un endroit où même encore aujourd'hui, le RN a une place très très importante au niveau des votes. Donc une sorte de bastion de gauche au milieu d'une marée bleu marine. À quand remonte ton premier souvenir de spectacle ? Est-ce que tu t'en souviens, de spectacle ou de théâtre ? Il y a des photos où je suis gamin et où je suis maquillé et où je fais du spectacle, mais alors ça, j'ai aucun souvenir. Donc c'est la photo qui date le souvenir. Un de mes plus grands souvenirs, j'ai participé à une association qui s'appelait Justiniana, qui était à Vesoul, qui était dirigée par Charlotte Nessy, qui était la directrice du théâtre de Vesoul. Et le principe, c'était de faire chanter, danser et jouer des enfants de Haute-Saône et de monter des œuvres de Broadway. Donc on a monté Oliver Twist, on a monté West Side Story, et on était nous des gamins venant de Vesoul, Port-sur-Saône, et à faire des jets, à faire des gangs, des orphelins, et tous les personnages principaux étaient assurés par des pros qui venaient de Paris. Donc il y avait un vrai cachet à ce genre de spectacle. Et on avait un prof de chant qui s'appelait Scott Alan Prouty, qui était prof à l'Opéra de Paris et qui venait nous faire chanter tous les mercredis après-midi. Et cette rencontre avec Charlotte Nessy à la mise en scène, au théâtre, Scott Alan Prouty au chant et Vandra Martins à la danse, il y avait quelque chose de... je pouvais rêver d'autre chose, quoi. Il y a quelque chose autre chose qui existait, et on avait le droit de faire ça, on avait le droit de faire n'importe quoi, on avait le droit de faire semblant sur scène. Et je crois que j'étais en CM2, donc je devais avoir 10 ans, c'est 10-11 ans je pense, le CM2. Et c'était génial. D'un autre côté, j'étais un peu frustré parce que c'était tous les mercredis, une semaine sur 2 des vacances scolaires et un week-end par mois, je crois. Donc moi qui avais l'habitude de
de partir avec mes cousins ou avec des potes le week-end, ou aller de s'amuser, faire des fêtes, se retrouver. Du coup, j'étais un peu puni de ça, mais je savais que c'était pour la bonne cause et j'y allais et j'ai kiffé de ouf. C'est ça qui t'a mis le pied un peu à l'étrier, en tout cas qui t'a créé ce petit désir, cette petite musique intérieure. Ouais, grave. Après, je suis d'une famille où ça chantait beaucoup. Mon grand-père, il chantait beaucoup. Ma mère chantait beaucoup à table. Ma mère, elle avait un atelier de chant qui s'appelait l'atelier chant de la Haute-Saône en Folie, où il y avait une vingtaine de personnes, des adultes amateurs qui venaient chanter. Et c'était pas en mode genre on fait des chansons de groupe, c'était chacun avait sa chanson, donc défendait une chanson avec un sujet, avec presque un personnage des fois, donc ça touchait presque déjà un peu la comédie musicale et ouais, je pense que je pense que c'est ma mère qui m'a donné l'envie de faire ça. En tout cas, qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit tiens, il y a ça qui existe, j'ai envie d'essayer. Est-ce que moi j'ai lu que tu te destinais un temps à l'enseignement, que tu avais obtenu une maîtrise d'histoire d'ailleurs. À quel moment ce parcours-là a été contrarié? Ça c'est une bonne question et j'y ai repensé il y a pas longtemps. J'avais fait une licence d'histoire à la fac de Besançon et la dernière année, mon année de maîtrise, je suis parti en Erasmus en Irlande où j'ai rencontré d'ailleurs des potes qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et le but c'était surtout de me barrer, de quitter un peu la Haute-Saône et de quitter tout ça, quitter en tout cas les amis, quitter la famille, de se retrouver juste seul et de se dire qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul. Et là en fait j'ai pas du tout bossé. J'ai vraiment fait la fête, mais pendant un an, mais c'était n'importe quoi. J'avais une envie de tout lâcher en fait, de casser un peu ce carcan. Et donc du coup, je me suis retrouvé. Finalement, j'ai quand même eu la maîtrise, donc je sais pas comment je l'ai eu. Je t'avoue, parce que entre les exposés en anglais faits devant des classes où les gens ils comprenaient rien à ce que je disais, c'était un peu n'importe quoi. Et les lectures des chapitres d'Harry Potter où j'en ai lu 2, je m'en veux encore aujourd'hui. Je me dis putain, mais pourquoi j'ai pas bossé plus? Il y avait une opportunité de bosser de l'anglais et bon. En tout cas, mes objectifs étaient ailleurs. Et j'avais fait parce qu'en Irlande, ils ont un peu le même système qu'en Angleterre. Dans les facs, ils ont des activités. Et c'est presque obligatoire de s'inscrire. Et moi je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire en comédie musicale. Ou en tout cas en danse. C'était en danse. Et j'ai fait de la danse. Et je me rappelle que mon prof faisait un spectacle à la fin de l'année. Une comédie musicale, West Side Story. Et je suis allé le voir. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous? Pourquoi j'ai envie d'être prof d'histoire? Pourquoi je vais passer ma vie en fait dans une salle à causer à des gamins, à leur raconter des histoires, en tout cas à bosser, à être dans un cadre très particulier. Je dis putain, mais la liberté qu'ils ont sur scène, la liberté des œuvres qu'ont écrit Bernstein et même tous les autres, ça m'est revenu d'un coup. J'ai eu un flashback et je me suis dit c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de faire de la comédie musicale, ou en tout cas d'être sur scène et d'éprouver cette sensation de jouer quelque chose, d'être un humain lambda qui joue devant d'autres humains et de balancer cette sensation-là, juste de se dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est sur scène, il est visible par beaucoup de gens et il raconte un propos et qu'est-ce que ça donne. Et moi c'est ça que j'avais envie de retrouver un peu. En Irlande, c'était ta deuxième rencontre avec West Side Story. Exactement. La deuxième, puis un peu comme si c'était quelque chose d'un peu enfoui. Parce que j'ai vécu des moments qui étaient pas forcément très très drôles. Parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans. C'est un peu elle qui m'avait offert le CD, qui m'avait fait découvrir un peu West Side Story, en plus de l'atelier de comédie musicale. Et je pense qu'il y avait des choses qui étaient un peu enfouies et que j'avais dit bon, c'est le passé, je passe à autre chose. Et un peu comme une renaissance en Irlande, j'ai revu ce spectacle-là, je me suis dit putain, mais ça me fout encore les poils de ouf. Mais je suis ressorti de là, j'ai pas pu aller dormir. J'étais ouais, je sais pas si c'était le théâtre de Limerick en Irlande, mais j'ai dû marcher des heures en me disant mais non, là il faut faire un choix, faut bouger, faut changer la trajectoire. Et j'ai changé la trajectoire. Et tu es rentré à l'ECM, qui est l'école de comédie musicale à Paris dans le 20e. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es rentré, comment ça s'est passé? Je suis revenu d'Irlande, j'ai pris un billet retour. Et forcément, tous les avions ils s'arrêtent à Paris. Et moi j'avais vu sur un site internet, j'avais tapé juste école comédie musicale Paris. Le destin fait que c'est tombé sur l'ECM. En premier, en tout cas c'est la première page qui tombe quand tu tapes ça sur internet. En tout cas il y a 10 ans c'était ça, 12 ans maintenant. Et j'ai envoyé un mail à la directrice, Véronique Fruchard, et elle m'a envoyé un mail en me disant écoute oui, les auditions étaient en mai, mais on était genre en juin ou juillet.
mais si tu veux, on peut te voir en août, on peut faire une 3e session d'audition. Je dis, bah vas-y banco. Donc je rentre, j'en parle à personne, mais vraiment personne, même mes potes, j'en ai parlé à personne. Je bosse, il fallait apprendre, il fallait proposer un texte, une chanson et une danse. J'ai bossé ça en Irlande. En attendant que la fac se termine. Et c'était la chanson, c'était Ma Môme. On l'avait bossé dans un stage qui s'appelait À travers champs. Un autre stage l'été où pareil, c'était des stages de comédie musicale. Donc vraiment, j'étais baigné dans le truc. Donc je me suis dit tiens, je reprends ça. La scène, c'était la scène de Daniel Darieux dans 8 femmes qui joue le personnage de Mamie et elle a vraiment un coup dans le nez et elle annonce à sa fille qu'en fait elle a tué son mari, donc le père de sa fille. Et il est très très beau ce monologue parce que ça raconte, voilà, c'est une nana dans les années je pense dans les années 40 qui dit bah non mais en fait avant il y avait pas de divorce, pas tout ça, donc ton père je l'aimais pas, donc je l'ai tué. Voilà, cette ironie et ce vice qu'il y a chez François Ozon, enfin en tout cas moi 8 femmes c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, de voir 8 nanas dans une énorme baraque bourgeoise chanter, danser alors qu'il y a un meurtre et qu'il y a un mort dans la chambre d'à côté. Ouais, c'est toujours ce décalage qui me touche beaucoup. Donc j'avais pris cette scène là et en chorégraphie j'avais repris une chorégraphie qu'on avait créée avec les Chacolivéo, qui était un groupe de danse que j'avais rejoint à Besançon quand j'étais à la fac, qui étaient des potes, et ils avaient créé c'était un groupe où c'était de la danse contemporaine, il y avait pas de chef, tout le monde décidait, tout le monde apportait son avis et c'était une sorte de communauté. Et pareil, tous les ans, on faisait un spectacle. Et on avait créé une chorégraphie sur la valse à 1000 temps de Jacques Brel. Et je l'avais repris et je l'avais fait en tout seul, quoi, en solo. Et j'avais fait ces 3-là, voilà, ces 3 œuvres-là, d'univers totalement différents et d'expériences totalement différentes. Et l'audition s'est bien passée. Et on m'a demandé, mais tu serais prêt à venir sur Paris dans un mois? À l'intérieur, c'était je sais pas. Et à l'extérieur, c'était bien sûr. Et j'ai trouvé, après j'ai trouvé un appart en coloc. J'ai fait un prêt pour payer l'école, et puis c'était lancé, quoi. À quoi l'école est-ce qu'elle t'a formé? Est-ce que tu te rappelles des enseignements, danse, chant, j'imagine, théâtre? Ouais, c'est ça, on a eu c'était vraiment complet, hein. On a eu des cours de danse classique vers la fin aussi. On n'a pas eu les claquettes, mais je sais que maintenant il y en a. D'ailleurs, si les personnes qui m'écoutent veulent faire l'école de comédie musicale, maintenant, il y a les claquettes en plus. Donc je vous conseille vraiment cette école. Elle est top. Elle est top sur 2 choses, parce que elle vous pousse à créer, et elle vous pousse à créer votre univers à vous et pas rentrer dans des moules et des stéréotypes de chanteurs qui doivent belter et qui doivent ressembler à Lara Fabian ou à Matt Pokora. Et la deuxième chose, c'est que c'est une école où les professeurs travaillent le soir, en fait. Ils sont sur scène, ils mettent en scène, et en fait ils sont au courant de ce qui se passe, et ils sont habitués, ils sont sur scène tous les soirs, donc ils savent en fait ce qui marche pas, ils peuvent très vite t'aiguiller, quoi. Donc il y avait ça, il y avait du théâtre avec Ned Grugic que j'ai eu pendant 2 ans, et après j'ai eu Stéphanie Gagneux pendant 1 an. En danse, j'ai eu Linda Faoro, qui d'ailleurs nous a quittés. J'ai une grosse pensée pour elle nous a quittés là cet été. Et j'ai eu Lucien Calixte, on a eu du clown, on a eu du mime, on a eu de la tragédie avec Pauline Massia, des cours de comédie musicale. En tout cas, on faisait du 10-17 tous les jours, quoi. C'était très sérieux, hein. Fallait être là tout le temps. 3 spectacles par an. Donc des hivernales, des printanières et le spectacle de fin d'année. Donc finalement 9 spectacles en tout. Donc ça fait un petit package quand même. En tout cas ça fait une sacrée expérience, quoi. Puis on le jouait pas, genre les hivernales, on pouvait le jouer je sais pas, 5-6 fois quand même, tu vois, même plus, je pense. Donc c'est ça aussi ça nous a vraiment amené l'habitude d'être sur scène. Et de désacraliser le fait d'être sur scène, et qu'en fait on est sur scène, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a passé le cap de on est terrifié, on peut plus bouger, et qu'est-ce qu'on fait après, en fait? À partir de là, on construit quelque chose avec cette émotion qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut créer pour que ce soit chouette, quoi. Et on sait que pour beaucoup dans ce milieu, l'insertion dans le monde professionnel est difficile quand on sort des écoles. Est-ce que pour toi ça a été le cas? Est-ce que tu t'es posé la question? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, je me suis vraiment posé la question, parce que je sais plus quand est-ce que c'était, mais quand j'étais en 2e année, je me disais mais en fait je suis pas un mec hyper baraque qui tape des notes, parce que au-delà, même si d'un seul coup l'école te pousse à être toi-même,
toi, au fond de toi, t'as envie de rentrer dans les cases et t'as envie de ressembler un peu à tous ceux qui sont sur scène, qui passent des auditions. Puis je me dis, oh là là, mais je suis pas assez musclé, je suis pas assez chanteur, je suis pas assez danseur, je suis pas assez comédien pour prétendre à participer à des spectacles ou même à passer des auditions. Et j'ai eu la chance, c'était à la fin de la 2e année, et mon professeur d'expression scénique, Guillaume Bouched, à qui je dois beaucoup, qui me regarde puis qui me dit, ah mais non, mais t'es grand toi. Et c'est tout. Il me dit juste ça, il dit, bon surveille ton téléphone, on va t'appeler. Et je reçois un appel 3 jours après de l'assistant de Sébastien Azopardi, qui me propose de participer à la prochaine pièce au Palais Royal, La Dame Blanche. Et donc du coup, pendant toute ma 3e année, j'étais figurant au Palais Royal dans La Dame Blanche, où ça jouait tous les soirs, où j'ai joué avec pour moi des comédiens qui sont excellents, Benoît Tachoir, Arthur Junio et Michel Garcia aussi. Et j'ai vraiment beaucoup appris. J'étais en coulisses, j'écoutais tous les soirs, comment ils font, ce soir il l'a fait différemment, ça marche mieux, tiens ce soir il le fait par là, c'est marrant aussi, ça raconte autre chose. D'être toujours en fait dans le spectacle vivant, quoi, c'est-à-dire c'est tous les soirs et puis des fois ça passe, des fois ça casse, et puis c'est comme ça, puis on continue en fait. Tu as cité justement un nom qui va revenir plusieurs fois dans ton parcours, c'est Sébastien Azopardi. Est-ce que tu peux peut-être dire un peu plus sur votre collaboration, sur votre rencontre ? Ouais, Sébastien, c'est un metteur en scène du théâtre privé qui aujourd'hui est directeur de 3 théâtres. Donc il a le Palais Royal, il est aussi au Michel et récemment il est au Saint-Georges aussi. Et c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé parce que ma première expérience c'était avec lui au Palais Royal avec La Dame Blanche, et ensuite il m'a rappelé à la sortie du confinement. Donc il y a 5 ans déjà, il m'a proposé de passer l'audition pour Dernier coup de ciseaux, donc une autre de ses pièces qu'il avait écrit, qu'il a adapté, qui est une enquête policière qui se passe dans un salon de coiffure. Il y a eu un meurtre, il y a 4 suspects, il y a les flics qui enquêtent et c'est le public qui doit décider, en tout cas qui doit mener l'enquête et qui doit trouver l'assassin. Donc moi j'avais déjà vu cette pièce là quand je suis arrivé sur Paris. Pour moi c'est un classique quoi. Et qui me propose cette audition, mais j'étais aux anges, qui m'imagine dans le rôle, donc c'était le rôle du producteur, et qui m'imagine dans ce rôle-là, mais j'étais aux anges. Je passe l'audition, je l'ai, et je me rappelle que il m'avait dit, à la sortie de l'audition, il m'a dit c'est bon, bienvenue dans l'équipe, et il m'avait dit tu verras, tu vas beaucoup progresser dans cette pièce. En tout cas, Dernier coup de ciseaux pousse les comédiens à s'améliorer, et il avait raison parce que en tout cas je sens que j'ai trouvé une aisance supplémentaire. Pour moi, l'école, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends les bases, t'apprends tout ce que t'as à savoir, mais l'école d'être sur scène et de jouer tous les soirs, forcément ça t'amène autre chose quoi. Depuis, tu as joué dans plusieurs comédies musicales. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu appréhendes le chant, la danse, tout ça hors de l'école, le jeu, le théâtre, à l'aune de tous ces rôles que tu as eus depuis ta sortie ? Je me rappelle de mes 2 profs d'expression scénique, Christine Bonnard et Guillaume Bouched, que je salue les 2, qui m'ont tellement appris. Il y a 2 choses, c'est que la première, c'est que Guillaume Bouched nous avait dit, mais de toute façon, si vous n'êtes pas chanteur, vous êtes comédien, donc à un moment donné, l'émotion, vous pouvez la faire passer autrement, vous la ferez passer avec une idée, avec un personnage, avec une émotion. Et Christine Bonnard nous disait, de toute façon, il faut qu'il y ait du kiff. Il faut qu'il y ait du kiff tout le temps. Si t'as kiffé, les gens qui t'ont regardé, ils ont kiffé. Et je garde ces deux principes-là en moi, en tout cas quand j'essaye de travailler ou d'aborder du chant ou de la danse ou du jeu, c'est du kiff, forcément du kiff. C'est beaucoup de travail pour me rassurer au niveau peut-être même du chant, parce que je me considère pas comme un chanteur, je me considère comme un comédien qui chante. Et de me dire que ça passe en fait par le personnage, par l'idée. Et si d'un seul coup on croit à ce qu'on chante, forcément la note elle sort et il y a tout qui sort derrière. Donc je pense que c'est ça, je l'aborde vraiment comme ça. Quand je suis sur scène et que je vais jouer, j'essaye de me dire, je pense au spectateur et je me dis j'ai envie qu'il croit que c'est vrai quoi. Enfin en tout cas, oui, il est dans une salle de théâtre, il est sur un siège et on est sur une scène, mais j'ai envie qu'au bout de 10 minutes, il oublie tout ça et qu'il se dise putain, je suis en train de voir j'assiste presque à pas une télé-réalité, mais tu vois un truc où ouais, c'est des personnages qui vivent devant toi et c'est avec des vraies émotions et c'est avec des vrais gens et c'est une histoire qui est écrite mais tout le reste c'est vrai et c'est devant toi, ça respire devant toi.
Donc tu l'as dit tout à l'heure, si on se retrouve ici, c'est parce que tu joues l'Odyssée, la conférence musicale au Théâtre des Mathurins. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots ce spectacle et les partis pris de mise en scène? Alors Odyssée, la conférence musicale, c'est une idée qui vient d'un concours lancé par l'ECM pour les sortants de l'ECM avec Compote de Prod aussi. Il fallait présenter 10 minutes d'un spectacle musical. Et on était avec Julie Costanza, ma partenaire dans Odyssée. On était sur la famille Adams à ce moment-là. Et on était dans l'ensemble. Donc on faisait des ancêtres derrière, on commentait un peu ce qui se passait, on commentait ce qui se passait devant nous. Puis on en avait un peu marre, on s'est dit viens, pourquoi nous on ferait pas un spectacle où nous aussi on serait des personnages principaux et où on jouerait plein de personnages. Et ben c'était parti. Et moi je lui ai dit moi j'ai fait des études d'histoire. Donc du coup, je connais un peu genre l'Odyssée. L'Odyssée, c'est génial, il y a plein de personnages. Viens, on se fait ça. Et donc du coup, c'est né de ça. Donc on s'est lancé, on a fait 10 minutes. On a présenté 10 minutes au concours. On a gagné. Et maintenant, ils nous ont dit, on veut le spectacle complet pour l'année prochaine. Donc là, on s'est dit, faut mettre les bouchées doubles, ça y est, on y va, il faut bosser comme des dingues. Donc on a demandé à Stéphanie Gagneux de nous aider à la mise en scène. Simon Galland qui nous a beaucoup aidé aussi au niveau des bruitages, des bandes son. Et moi, je me suis occupé du texte, où Stéphanie m'a beaucoup aidé. Et Julie s'est occupée de la composition musicale. Et on a créé ça et on a fait donc les Trois Bornes, la comédie des Trois Bornes. On a fait le Lucernaire, on a fait la Huchette et on a refait le Lucernaire. Et maintenant on est au Théâtre des Mathurins jusqu'au 5 janvier. Et on a déjà fait 2 grosses tournées. Donc on en est à peu près à 200, je crois qu'on a 260 représentations à peu près. Pour décrire le spectacle, en tout cas, le parti pris qu'on voulait, nous, c'est de raconter cette histoire de l'Odyssée, mais de la raconter avec un prisme actuel, où d'un seul coup, comme ça, les enfants, ils ont l'histoire, parce que c'est un spectacle tout public. Les enfants, ils ont l'histoire d'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, le héros, et en même temps, on met des clins d'œil actuels pour les parents, qui d'un seul coup, comment je pourrais dire ça, on égratigne un peu la figure du héros. Le héros, en fait, il est pas si héros que ça. Surtout qu'il a fait ce qu'il a pu. Et puis on le remet quand même un peu en cause, quoi, parce que le héros, mais en attendant, il est resté 7 ans chez Calypso. Enfin, il est resté beaucoup. Tu vois, il s'est tapé, voilà. On peut le dire un peu comme ça, il s'est tapé beaucoup de nanas alors que sa femme l'attend patiemment à la maison et défend sa place en plus de ça. Et donc on voulait changer aussi un peu les codes. Donc c'est un conférencier qui fait une conférence, l'attaché culturel l'a invité, l'attaché culturel commence à prendre un peu trop de place dans la conférence et ça se barre en délire musical où le conférencier et l'attaché culturel font tous les personnages. Le personnage d'Ulysse est interprété par le conférencier, très misogyne, et d'un seul coup vers le milieu du spectacle, il y a l'attaché culturel qui dit pourquoi c'est vous qui faites Ulysse, pourquoi ce serait pas moi en fait. Et donc du coup ça re-questionne aussi la place du héros. Pourquoi ce serait pas une femme qui ferait aussi le héros en fait à ce compte-là. Moi j'ai envie que les gamins ils ressortent de là et ils se disent qu'une petite fille de 7 ans qui venait juste voir l'Odyssée, qui ressort et qui se dit en fait moi aussi je peux être le héros de mon histoire, moi aussi je peux d'un seul coup je peux gérer ma vie en fait, et je peux en étant une femme, en étant un homme, en étant n'importe qui je veux, j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie. Voilà. Est-ce que, alors attention, je vais dévoiler quelque chose, mais on peut quand même s'arrêter sur le fait que vous interprétez tous les deux une somme de personnages impressionnants. Ouais, ça on peut en parler sans problème. Toi, tu joues quand même, tu passes de Hermès à Circé au conférencier. Enfin, tu peux nous en parler un peu? Pour moi, celui que j'adore faire, c'est Hermès, parce qu'il a un petit cheveu sur la langue et puis il parle un petit peu comme ça. Il est très pestouille. Dans l'écriture, à la base, en fait, Hermès, dans l'Odyssée, il est pas très présent. C'est juste qu'on avait fait une scène, on commençait par la première scène, c'était le Conseil des Dieux. Et au début, on l'avait mis au tout début. Donc ça fait 7 ans que Ulysse est retenu chez Calypso, et il faut qu'il rentre. Et le Conseil des Dieux, c'est qu'est-ce qu'on décide? Il rentre pas. Et c'était Hermès, dans la vraie Odyssée, c'est Hermès qui gère un peu, qui est le messager des dieux, donc c'est lui qui gère, qui parle, il donne la parole. Et j'ai commencé à trouver un peu ce personnage, un peu à la Dominique Besnéard, avec un petit cheveu sur la langue, et puis qui dit toujours des vérités, mais il dit des vérités, mais il le dit d'une façon où c'est marrant, et on s'attache beaucoup à ce personnage. Et on s'est dit tiens, vas-y, on le garde. Et d'un seul coup, il a pris une place où, et après, il est dans le récit, il parle de l'Odyssée à un moment donné. Moi j'aime beaucoup ce personnage-là, et il tranche beaucoup avec Circé, la magicienne, moi je me suis inspiré de Fanny Ardant, parce que moi j'adore Fanny Ardant,
pour moi c'est une icône. Et ouais, je trouvais ça marrant de se dire bah ouais, la Circé qui se trimballe avec son saucisson et qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons, bah elle pourrait avoir aussi une certaine fragilité. Et c'est marrant, c'est hyper marrant de switcher d'un personnage à l'autre en moins de 5 secondes, parce que des fois les changements sont très très rapides, ouais. Alors là, on se trouve dans le théâtre des Mathurins. Oui, c'est ça. On se trouve dans le hall du théâtre des Mathurins, qui se situe à côté de Saint-Lazare Opéra. Et c'est là où nous on joue Odyssée, la conférence musicale. Et je vais vous faire une petite visite. On y va. Donc moi j'ai eu la chance de jouer dans ce théâtre-là il y a 4 ans dans Dernier coup de ciseau, une pièce de Sébastien Azopardi. Donc là on descend, donc c'est moquette rouge et les petits panneaux dorés, c'est assez classe. Et là je pense qu'ils sont en train de monter. Oui, c'est ça. Coucou Blandine. Ça va ? Oui, ça va. On fait une petite balade. Voilà, on te dérange pas plus longtemps. Ok, merci. Là, ils sont en train de monter. Et je pense que c'est Pinocchio, c'est ça ? C'est Pinocchio ? Et Pinocchio, un jeune public qui joue à 14h. Et donc ça, voilà, on est dans la grande salle des Mathurins. Je vais te montrer le lustre qui moi je trouvais magnifique. Ils l'ont refait à neuf là il y a pas longtemps. Une salle à l'italienne. Tout en rouge et avec un lustre magnifique avec des vitraux. Bon là il est pas éclairé, mais quand il est éclairé, il est vraiment très très beau. Un peu art déco. Exactement, art déco, très très beau. Donc ouais, moi j'ai des bons souvenirs dans cette salle avec Dernier coup de ciseau où pareil, au bout d'1 heure, la salle s'allume et c'est les spectateurs qui font le show quoi. Autant que les comédiens. Et ouais, c'était après le confinement, donc il y avait un peu un truc de qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais continuer d'être comédien ? Est-ce que je vais faire tout ça ? Et puis un message de Sébastien Azopardi qui me propose de passer l'audition. Je viens là, je passe l'audition. 1 mois et demi après, j'étais sur scène et une super expérience. J'ai rencontré des personnes vraiment super, des comédiens qui jouent la mort. Salomé Talaboulma, Domiti Bioré, Laurent Uni. Je trouve que c'est vraiment des comédiens qui envoient vraiment du bois quoi. Et de se dire qu'on fait partie de cette équipe-là, des gens qu'on a admirés sur scène et que maintenant on joue avec eux, Parmi tous les rôles que tu as joués, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Et moi je crois que le rôle de Max là que je joue en ce moment au théâtre de la Gaîté, il m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment un personnage où tu peux jouer la comédie, tu peux jouer en même temps il se passe des choses complètement tragiques dans son parcours. Et l'interaction avec le public, enfin vraiment pour moi il y a tout à jouer et c'est un vrai cadeau, un vrai plaisir de jouer Max dans l'embarras du choix. Et donc là on descend et donc juste en dessous de cette grosse salle, il y a la petite salle qu'ils appellent aussi le studio Mathurin et c'est là où nous on joue Odyssée. Donc pour l'instant je suis le premier à être arrivé. Donc on est dans une salle, c'est une salle de 85 places, 84 je crois, qui est toute mimi et qui pour nous est idéale pour Odyssée parce que on a vraiment un rapport toi les gens là au premier rang, ils sont à 20 cm de nos tronches quoi. Et en plus de ça, on a installé des micros cette année. Donc du coup, il y a une ambiance, il y a un super système son dans cette salle. Et donc du coup, genre les chansons, ça envoie vraiment du bois quoi. On sent qu'on est vraiment soutenu. Donc je vais te montrer un petit peu. Donc là, on a les sièges, on a les petits strapontins, magnifiques, tout en rouge. Et on a la petite régie de Bernard. Donc Bernard, c'est notre régisseur qu'on appelle Bernard dans la conférence musicale. Et là, il a sa petite cahute qui se trouve cachée en fait. Donc il voit pas la scène, il nous voit grâce à une caméra. Donc je vais te montrer la petite cahute de Bernard. Et c'est par là. Alors, est-ce que j'arriverai à l'allumer, cette petite régie ? Ouais, bon, voilà, c'est pas encore... on est avant tous les shows, donc tout est encore un peu en sommeil, mais ça va se réveiller là très très vite. Donc, notre Bernard, il est tellement important pour notre spectacle. Enfin, c'est un troisième personnage, il balance des tops hyper précis. Ouais, pour nous, c'est vraiment un personnage comme Marie-Louise et comme René. Et puis, on a la petite loge qui est là.
donc toute petite qu'on partage avec d'autres spectacles aussi. Ah, je reconnais des costumes emblématiques de la pièce. Mais ouais. Donc les vestes des conférenciers, la cuirasse d'Ulysse, la robe de Circé, la grosse fourrure d'Hermès, et puis le gros costume. Bon là il est retourné, mais c'est la grosse peau de bête du Cyclope, parce que le Cyclope il envoie quand même, il envoie du bois quoi. C'est Julie Costanza qui fait le Cyclope, et elle le fait divinement bien. Et bien sûr, on a Molière derrière qui nous salue. Porte chance. Qui porte chance, ouais. Donc on le garde avec nous, lui. Est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène, puisqu'on est dans les loges, justement? Déjà, c'est de quitter un peu ma peau, donc quitter Jean-Baptiste. Donc je m'enlève mes lunettes, je me mets mes lentilles depuis peu maintenant, parce que il y a beaucoup d'interactions avec le public, donc faut voir un peu les gens, surtout dans l'embarras du choix, avec des lumières assez tamisées. Si d'un seul coup, genre, je m'adresse à quelqu'un, je lui dis, hey toi, Brenda, aide-moi, bébé, pas bébé. Et en fait, il se trouve que Brenda, c'est Brandon. Du coup, si d'un seul coup c'est un mec, enfin voilà, j'ai déjà fait plusieurs fois l'erreur, et je me suis dit, il faut plus jamais que je fasse ça. Donc maintenant, j'ai des lentilles, et puis j'enlève mes boucles d'oreilles, et puis ouais, on se coiffe. Julie, elle se maquille, moi je me maquille plus. Elle trouve ça un petit peu, elle trouve que c'est injuste que ce soit que les femmes qui se maquillent. C'est vrai qu'elle a raison. Mais voilà, moi je fais juste ça. On se fait un petit toy avec Julie, avec Bernard, et puis après on lance la conférence quoi. Et donc au plateau, tu peux nous décrire un peu le décor de l'Odyssée en quelques... On a un paperboard qui va être à court. Un paperboard avec toutes les imageries de l'Odyssée. On a plein de cubes, on en a 6 qui sont au centre et qui nous aident à faire un trône, un bateau, une autre poupe de bateau, des rochers, une entrée de grotte. Enfin, c'est vraiment c'est Stéphanie Gagneux, c'est une idée de Stéphanie Gagneux, la metteuse en scène, qui a trouvé cette idée des cubes, qui en fait est une idée mais très efficace, parce que on pouvait pas, avec le nombre de lieux, le nombre d'accessoires qu'on avait, c'était impossible d'avoir un vrai bateau, d'avoir un vrai trône, et qu'en fait les cubes, on fout une voile sur un cube, et hop, ça te fait un bateau avec des super lumières de Mathilde Monnier qui a créé ça. On met une couronne, baf, ça fait un trône. On remet une autre lumière, baf, ça fait l'entrée de la grotte du Cyclope, ou les rochers de la caverne de Calypso. Et à Jardin, on a une carte de la Méditerranée, où du coup, ça c'est vraiment le support pour René, le conférencier, où on suit le parcours d'Ulysse dans la Méditerranée avec les différents points, donc l'île des Lotophages, le Cyclope, Calypso. Et ça, on s'est inspiré d'un mec qui s'appelle Victor Bérard. C'est un historien si je dis pas de bêtises, du 18e ou du 19e, pardon, c'est du 19e, qui a tenté de retracer le parcours de l'Odyssée. Et on sait que l'Odyssée, c'est un mythe. Donc c'est pas forcément retraçable. Et lui, en fait, il s'est dit, non, il y a des petits indices dans l'Odyssée qui nous disent que la grotte de Calypso, elle était sûrement là, que Charybde et Scylla, ils sont ici, que le Cyclope, peut-être qu'en fait l'œil du Cyclope, c'était le trou d'un volcan, et qu'en fait ça se situe au pied d'un volcan, et qu'en fait pour eux le Cyclope, les Grecs, c'était le volcan représentait le Cyclope. Et ce Victor Bérard, il a fait un parcours. Il a été un peu pris pour un fou à l'époque. Mais nous, on s'était dit, il faut que les gamins, ils aient un support et qu'ils se disent où est-ce qu'on est, quoi. Et on s'est dit, tiens, c'est la meilleure idée. Donc on a une carte de la Méditerranée à Jardin. Et puis après, on a une multitude d'accessoires et de costumes. Et donc cette comédie musicale a donné lieu à l'enregistrement d'un disque. Et exactement, on l'a enregistré cet été et on le vend à la fin du spectacle. Et on peut même le vendre aussi par correspondance. Enfin, si en tout cas il y a des gens qui veulent se le faire livrer, c'est pas de problème. Faut envoyer un mail à tourteprod@gmail.com et pour 15 €, vous avez un CD qui arrive chez vous. Une fois n'est pas coutume, on va écouter un extrait de cette comédie musicale, de ce disque, la chanson de Circé que tu interprètes parmi d'autres personnages. Celui qui voyage et vient poser ses bagages. Au cochon grillé, c'est moi, Circé,
Approche-toi, petit marin, et oublie tout tes chagrins. Je vais te préparer ma spécialité. Homme, tu es des cochons, tu seras homme, tu es des cochons, tu seras. Voilà de quoi te requinquer et te remettre sur pied. Un bol de Kikéon fait par la patronne. Homme, tu es des cochons, tu seras homme, tu es des cochons, tu seras. Bon appétit. Vous vous demandez quelle est cette mystérieuse potion? Ouais, c'est un simple Kikéon que j'ai légèrement assaisonné. Mon secret, 3 branches de datura et les voilà transformées. Eh bien quoi? Dans chaque homme, il y a un porc qui sommeille. Alors désormais, moi je ne peux m'en empêcher. Je les ramène à leur état d'origine. Homme, tu es des cochons, tu seras homme, tu es des cochons, tu seras. Je suis Circé, la magicienne, voyante et bohémienne. Je peux vous lire l'avenir, me plonger dans vos souvenirs. Je travaille aussi à distance pour vous prêter assistance. Je fais les désenvoûtements par correspondance. Je transforme l'eau en vin, les hommes en porcins. Harry Potter n'invente rien, moi je fais ce métier depuis l'Antiquité. Circé reçoit 7 jours sur 7, de 9h à 22h, 100% de garantie. Circé va changer ta vie. Retour au Café Greffule. C'est un spectacle qui a reçu aussi des prix. Tu peux nous en parler? 2 prix notamment prestigieux, une nomination et un prix en... Et on a eu la chance de recevoir le trophée de la comédie musicale jeune public 2022, il me semble. Et c'était une super fierté. On était face à des spectacles mais immenses, des productions où ils étaient 10, 15 sur scène. Et on se dit bon, ouais, ils ont été sympas, ils nous ont nommés. On s'est dit bon, ça nous fait une petite expérience et ça nous fait une petite visibilité. Et d'un seul coup, le mec il sort l'enveloppe, il dit bon voilà, c'est Odyssée qui a gagné. Donc tu montes sur scène, on n'avait pas prévu de discours, rien du tout. Ça a été chouette parce qu'une vraie reconnaissance auprès du public et auprès du milieu. Et il y a beaucoup de gens du milieu qui nous ont dit super, tiens, j'ai envie de venir le voir. Voilà, comme si d'un seul coup ça nous estampillait un petit label quoi. Et puis l'année d'après, on a eu la chance d'être nommé aux Molières, donc c'est encore un peu la cour des grands. Et on était face à des bateaux et là on s'est dit à des paquebots et on s'est dit ça c'est pas possible. Et là on a eu raison parce qu'on l'a pas eu. Mais rien que la nomination, ça nous a fait chaud au cœur. On s'est dit putain oui notre spectacle, notre travail il mérite d'être vu en tout cas. Et on remercie vraiment. On remercie les Molières, on remercie les trophées de la comédie musicale parce que sans eux, je pense qu'on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Ce spectacle, pour certains enfants, c'est parfois la première rencontre avec le théâtre, puisque c'est quand même une cible qui est très jeune pour l'Odyssée. Ouais, c'est 7 ans, à partir de 7 ans, ouais. Comment toi tu l'envisages de te dire que dans la salle il y a des enfants qui peut-être vont rencontrer le théâtre et en faire soit une passion ou leur métier et quand ça, est-ce que ça fait écho à ton propre parcours à toi et comment tu l'envisages? Ah ouais, complètement. Moi je me dis de toute façon faut toujours jouer déjà pour tout le monde et si en plus il y a un gamin qui est dans la salle et que c'est la première fois qu'il vient, mais je trouve ça génial parce que on commence le spectacle comme une sorte de conférence et qui se casse la gueule, donc c'est un peu comme un accident et la plupart du temps ça marche. Et en fait, le gamin, il sait pas où il est. Il est vraiment encore il est dans la réalité. C'est-à-dire un mec qui monte sur scène et qui se fait couper par quelqu'un dans la salle. Et le gamin, il comprend pas ce qui se passe. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Il joue. C'est des conférenciers, c'est des comédiens. Et au fur et à mesure, il se rend compte, on fait tous les personnages. Donc oui, on est des comédiens. Mais c'est ce petit moment qui peut être très très court de se dire, c'est la réalité, c'est pas la réalité. Et c'est ça que j'adore, et de se dire que le gamin, si on a pu l'embarquer, si on a pu lui faire croire que c'était vrai, pour moi c'est gagné. Et si d'un seul coup ça peut pousser les enfants à aller se former et à faire de la comédie musicale, mais banco les gars, allez-y. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que ce spectacle t'a donné envie toi d'écrire et de passer à la mise en scène, de maîtriser tous les paramètres? Est-ce que ça a été un argument pour toi pour avancer de ce point de vue-là?
En tout cas, ça nous a conforté dans le sens, on se dit bon notre travail vaut quelque chose. C'était la première fois que j'écrivais, la première fois que Stéphanie mettait en scène, c'était la première fois que Julie composait. Donc c'était un peu notre première et on s'est dit pour un premier essai, c'est pas si mal quoi. Et donc moi du coup ça m'a rassuré. Je me suis dit j'ai envie de continuer à raconter des histoires et j'ai envie de donc peut-être pas au niveau de la mise en scène pour l'instant, mais encore au niveau de l'écriture, je pense et de l'interprétation. Donc là je suis en projet pour un autre spectacle avec Stéphanie Gagneux, du coup la metteuse en scène, un solo un peu autobiographique avec plein de personnages, pareil que l'Odyssée, où ça va switcher très vite, où je serai seul en scène et où ça raconterait un peu l'histoire d'un gamin de Haute-Saône qui monte à Paris pour faire de la comédie musicale. Justement, le podcast arrive pile au bon moment avant que ce spectacle soit terminé, écrit et joué, parce que ça raconte ton passage d'un milieu complètement éloigné de celui dans lequel tu évolues aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu vis particulièrement, que tu sens encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une question, je sais pas, on parle souvent des transfuges de classe, etc. Est-ce que tu le sens ça? Est-ce que tu le vis au quotidien ça? Je pourrais me sentir comme un transfuge de classe, mais à une échelle très très basse. Je suis pas comme il y en a beaucoup. Moi, je vois Édouard Louis qui d'un seul coup a changé totalement de milieu. Au fond de moi, je pense qu'il y avait une voix qui me disait reste pas là, il y a d'autres choses à vivre, il y a une autre vie qui t'attend. Et j'ai décidé de le prendre assez vite quoi. Et ça me touche beaucoup parce que d'un autre côté, il y a aussi toute la question de la culpabilité, de se dire on a quitté un milieu, on a quitté une famille, des liens très forts et en fait on les a quittés, mais c'est pour vivre notre vie. Donc d'un autre côté, heureusement qu'on l'a quitté, et d'un autre côté tu te dis en fait on n'est pas là quand les autres se retrouvent. Donc à un certain moment on quitte quand même le groupe. Et puis surtout dans ce spectacle-là aussi, je vais parler de ce milieu paysan, surtout avec la figure du père. Que je me suis inspiré beaucoup de mon père. Le milieu de la comédie musicale est pas tout blanc et le milieu paysan est pas tout noir. Il y a des nuances partout en fait. Et il y a des paradoxes partout. Et c'est pas j'ai quitté l'enfer pour arriver au paradis. Non, c'est juste que j'étais dans un milieu où je me sentais pas à ma place. Et que j'avais envie de vivre autre chose, et parce que c'est souvent ça aussi, on fait souvent l'amalgame, on se dit on a quitté quelque chose de pas bien pour arriver dans quelque chose de bien. Non, chacun a sa propre vérité, chacun avance. De se dire en fait ça me touche beaucoup les gens qui essayent et qui veulent et qui peuvent changer de vie, changer de milieu, parce que être fils de paysan dans un village de 200 habitants et de se dire que 15 ans après on joue dans des théâtres parisiens prestigieux, des super pièces à succès, c'est pas forcément envisageable dans la tête d'un gamin de 15 ans. Est-ce que tu dirais de toi que tu es un homme engagé? Et si c'est le cas, c'est quoi pour toi être un comédien engagé? Je pense que dans la pièce que j'ai écrite, Odyssée, la conférence musicale, il y a un vrai engagement. Un engagement, c'est un engagement petit, mais un engagement quand même. Au niveau, on dénonce, par exemple, Éole, il ressemble il a des traits de dictateur russe actuel. La place de la femme dans la société, elle est beaucoup questionnée aussi. Et je me dis en fait ça c'est une partie c'est aussi un engagement de faire questionner. Je suis pas du genre à aller aux manifs et des fois je culpabilise en me disant mais j'aurais dû aller à cette manif et à prendre un peu plus de part dans l'univers politique. Mais je me dis à mon niveau, moi aussi j'essaie de changer un peu les choses. Et après sur les pièces où je suis pas auteur, je suis le texte. Donc on est quand même obligé de dire le texte des autres. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Mais j'essaye de mettre quelques clins d'œil, de se dire ne nous prenons pas au sérieux. Peut-être l'engagement, c'est peut-être ça aussi, une certaine engagement de se dire on se prend pas au sérieux en fait. Il y a pas mort d'homme. Moi je monte sur scène, je vais pas opérer quelqu'un, je vais pas opérer un cœur quoi. Je vais essayer de faire passer du bon moment à des gens. Et si en plus je peux faire passer des messages, c'est encore mieux. La dernière question, ce n'est pas une question, c'est le mot de la fin. Donc tu peux utiliser les prochaines minutes pour parler directement aux futurs auditeurs du podcast.
Génial. C'est gentil d'avoir écouté notre entretien avec Anthony au café-restaurant Le Greffule. J'espère que ça vous plaira. Et en ce moment, si vous voulez me voir en vrai et pas juste ma voix, je suis en ce moment au théâtre des Mathurins, donc avec Odyssée, la conférence musicale, et tous les week-ends et tous les jours des vacances scolaires, et au théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans l'embarras du choix, une pièce de Sébastien Azopardi et Sacha Danino, mis en scène par Sébastien Azopardi, où je joue le personnage de Max qui se pose beaucoup de questions le jour de ses 35 ans et qui ne sait pas choisir et qui va demander au public de choisir à sa place. Merci beaucoup et bonne écoute. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parlons plus bas. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Réalisation Anthony Chenu. Voix off Justine Leroux. Pour échanger avec nous, rendez-vous sur le compte Instagram de l'émission.